Bonjour, je suis heureux d'être parmi vous et je commence tout de suite par une confession. Je n'ai pas l'honneur d'être français. Et comme aurait dit Coluche, un malheur ne vient jamais seul, je suis belge. Je vous demande de considérer que c'est une circonstance atténuante et qu'elle ne m'empêche pas, en tant que socialiste en Belgique, et plus particulièrement en Wallonie, d'être ce que nous appelons chez nous un socialiste rouge par rapport à de nombreux camarades qui ont une tendance à dériver dans la social-démocratie, ce qui fait qu'ils abordent la crise dans l'ombre de la pensée unique et qu'ils croient par exemple qu'on peut réduire les problèmes du chômage en réduisant la durée des allocations de chômage elles-mêmes. Bref, pour diminuer le chômage, on diminue les chômeurs, comme Schröder l'a fait en Allemagne, avec une idée très simple, mais assez douloureuse. Vous n'êtes plus chômeur à partir du moment où vous avez un emploi à 1 euro de l'heure. Alors, si c'est ce type de solution que l'on veut pour l'Europe, on aura une Europe qui sera pire que ce que nous connaissons maintenant. Premier point. Deuxième point, en tant que Belge, je suis bien placé pour vous dire la France, ce n'est pas rien que la France. Les décisions que vous allez prendre en France, elles sont regardées, elles sont attendues, elles sont espérées à travers l'Europe. Et ce n'est pas la première fois. Et on ne va pas refaire ensemble l'histoire de la construction européenne, mais ce n'est pas par hasard si c'est une voix française, celle de Robert Schuman, qui, le 9 mai 1950, ouvre la voie à la construction européenne par la constitution de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et pour venir tout de suite à la dernière espérance, eh bien, la dernière espérance, c'est l'élection de François Hollande, qui était attendue non seulement en France, et vous n'avez pas besoin de moi pour le dire ou pour le savoir, mais qui était attendue partout en Europe, dans des pays voisins et proches par la culture et par la langue, mais par exemple en Grèce, avec beaucoup d'espérance. Et je vous dis, cette espérance, il serait désastreux qu'elle ne se traduise pas dans les faits, et c'est la raison pour laquelle, répondant à l'appel de Pierre Larouturou, je suis venu vous dire ce que vous ferez et ce que vous obtiendrez, ça aura une influence et une importance non seulement en France, mais dans l'ensemble de la communauté et pour l'ensemble de la communauté. Troisième point, bien entendu, je suis solidaire de votre motion, sinon je ne serais pas ici. Bien sûr, comme l'a très bien dit Stéphane Hessel et comme d'autres viennent de le dire, il faut aller plus vite et plus loin. Et je dirais, il faut aller plus vite et plus loin parce que la situation est plus grave qu'on ne le dit. Nous ne sommes plus, à l'heure actuelle, et différents éléments qui ont été dits par les orateurs qui m'ont précédé le montrent, nous ne sommes plus menacés par une crise. Nous sommes entrés dans une crise. Si nous traduisons ça par un exemple concret, nous ne sommes pas sur le Titanic risquant de rencontrer un iceberg, nous sommes sur un Titanic qui a rencontré un iceberg et l'eau est en train de pénétrer dans les cales. Donc il est plus que temps de chercher des moyens sérieux d'évacuer ce qui peut être évacué, de sauver ce qui peut être sauvé en termes de construction européenne. Nous en sommes là. Or, nous avons piétiné en matière politique, nous avons piétiné en matière sociale depuis le début de l'expérience et nous avons été devancés dans les progrès par les forces économiques. Et les forces économiques, hélas, ce sont essentiellement des forces qui sont hostiles aux valeurs qui sont les valeurs de la gauche. Lincoln, le président américain, en 1863, a donné une définition de la démocratie qui est remarquable et qui est restée
très brève et très claire, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Eh bien, en Europe, nous sommes en train d'avancer de plus en plus vers le gouvernement des banques, par les banques, pour les banques. On sait bien que n'importe quel journaliste qui fera la critique de ce que je viens de dire va dire c'est un vieux propos de la gauche, on condamne le monde de la finance et le monde des banques. Moi, j'aime bien d'être précis. Est-ce que vous êtes conscient du fait que le Premier ministre de la République italienne, qui incontestablement fait des efforts, et constitue une amélioration sur Berlusconi, mais on se demande bien ce qui ne constituerait pas une amélioration sur Berlusconi, c'est M. Monti, ancien commissaire, membre de la Commission européenne, mais ancien conseiller de la banque Goldman Sachs. Est-ce que vous êtes bien conscient que le Premier ministre de Grèce, avec lequel nous traitons maintenant, c'est M. Samaras, par ailleurs ancien conseiller de la banque Goldman Sachs, et qui est un des organisateurs du naufrage de la Grèce, à titre personnel. Et on est allé chercher le naufrageur pour essayer de relancer le navire. C'est quand même un peu extraordinaire. Enfin, M. Draghi, qui a succédé à Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque Centrale Européenne, et comme par hasard, un ancien conseiller de Goldman Sachs. C'est tout de même beaucoup, non? Alors, je voudrais vous dire, je suis frappé, comme d'autres, par la détérioration rapide de la situation. Je viens de vous rappeler cette définition de la démocratie, de gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ce que rappelait dans la Déclaration des droits l'article qui explique le rôle nécessaire du citoyen et de ses représentants dans la réalisation, la formulation de la loi. Eh bien, où en sommes-nous après 50 ans de fonctionnement européen? Nous avons, on nous dit, un Parlement européen. Personnellement, j'en ai été membre et j'ai essayé d'y faire le maximum d'usage. Mais c'est un maximum d'usage qui est limité. Quand j'y étais avant 2004, nous étions 614 députés européens. Maintenant, on est aux alentours de 700. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que quand nous étions 614, il y avait 2000 lobbyistes du secteur privé accrédités. Donc, il pouvait y en avoir 2000 autres qui n'étaient pas accrédités. En d'autres termes, la puissance de la défense des intérêts du secteur privé est largement supérieure à la défense des intérêts généraux. Nous parlons des pouvoirs du Parlement européen et après 50 ans, il y a eu des progrès. On a progressé dans le domaine budgétaire, c'est incontestable. Mais où en est-on après 50 ans dans le domaine budgétaire? Tout le monde sait qu'un budget, c'est d'une part les recettes et d'autre part les dépenses. Ben, au Parlement européen, on commence par une simplification radicale. Le Parlement peut s'occuper des dépenses, mais il ne peut pas s'occuper des recettes. Et on nous présente ça comme le résultat d'une lente maturation. Mais à ce train-là, dans 5000 ans, nous n'avons pas encore un Parlement. Et vous n'êtes pas représentés. Et vos intérêts ne peuvent pas, quelle que soit la qualité des représentants. En tant qu'ancien parlementaire, pourquoi voulez-vous que j'aille dire du mal de la qualité des... Ils font ce qu'ils peuvent, comme j'ai fait ce que j'ai pu. Mais ils sont dans un cadre qui est un cadre extrêmement limité. Donc rien à dire sur les recettes. Et quant aux dépenses, ils n'ont pas le pouvoir du dernier mot. Ils doivent se mettre d'accord avec le Conseil des ministres dans un grand nombre de domaines encore. Dans le domaine législatif, ils n'ont pas du tout le dernier mot. Il faut l'accord des ministres pour que le moindre texte devienne obligatoire au niveau européen.
Et enfin, ce Parlement qui n'a pas le pouvoir du dernier mot, il n'a toujours pas le pouvoir d'initiative. Aucun parlementaire, pas 2 parlementaires, pas 20 parlementaires, pas 200 parlementaires, ne peuvent déposer une proposition de décret européen, l'équivalent d'une loi européenne. Il faut nécessairement passer par la Commission. Est-ce que vous imaginez le corsetage du cœur même de la démocratie que devrait être le Parlement européen? Il faut libérer ce cœur. Voilà une série de choses que je voulais vous dire. Tout ce qui devait être dit sur votre motion, moi j'y souscris, ça a été dit par Pierre Larouteroux, par la citoyenne qui est venue avant, par le camarade qui est venu après, et je ne vois pas pourquoi j'essaierai de redire ça. Je vais essayer de le dire dans une formule. Nous avons besoin, comme la droite a eu besoin d'un bouclier fiscal, aujourd'hui nous avons besoin d'un bouclier social. Cette espérance, vous ne pouvez pas la décevoir. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas la décevoir parce que ceux qui ont mon âge, ou même un peu moins, savent ce qui s'est passé dans les années 30 quand les démocraties ont déçu les peuples. Il y a eu 2 types de réponses. Aux États-Unis, ça a été une réponse saine. Et c'est l'élection de Roosevelt, Franklin Roosevelt, en 1932, le développement d'une nouvelle politique audacieuse. Audacieuse. Et grâce à cette politique audacieuse, on a connu progressivement, et difficilement d'ailleurs, le redressement et le développement des États-Unis. Mais le désenchantement des démocraties, en Europe, il n'a pas donné un Roosevelt. Il a donné la montée des dictatures. Et moi, je n'ai pas envie, ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants, ni pour les vôtres, de voir revenir les dictatures en Europe. Et je crois que nous avons besoin de réussir pour garder l'espérance qui s'est levée, que les socialistes français ne déçoivent pas cette espérance attendue.